encore écouter Emmanuel Casarero, Ariane James Sarrazin, je dirais deux mots à la place de Luc Écoute. Et ensuite, nous aurons vraiment le temps de débattre. Emmanuel Casarero, alors on a réussi à se retrouver. Merci, merci vraiment d'être avec nous. D'abord, merci de votre fidélité à ICOM France, puisque ce n'est pas la première fois que vous acceptez de participer à des débats que nous organisons, et comme nous apprécions et comme nous aimons votre présence avec nous dans nos débats, votre expérience professionnelle et votre parcours personnel vous ont permis de connaître des musées du monde entier. Vous avez dirigé les musées de Nouvelle-Calédonie, vous revenez d'Afrique, du Cameroun. Vous aimez dire, je crois, que de parler des musées comme espace de discussion, évoquer la place du musée dans la culture, mais aussi de la culture sans musée. De la société orale et sans patrimoine. Comment le musée, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, permet le dialogue avec les cultures, produit du sens, est une plateforme de discussion avec les autres. Je crois que c'est de ça que vous allez nous parler maintenant, cher Emmanuel. Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez? Bon, parfait. Merci beaucoup pour cette invitation et merci pour ce formidable dynamisme de l'ICOM France qui, par ses propositions toujours stimulantes, entretient un dialogue fécond entre la pluralité des musées, car la diversité culturelle existe aussi au sein des musées en France, me semble-t-il. Je voulais effectivement ce soir contribuer à la discussion en revenant sur ce terme musée. Et j'aimais bien la manière dont vous l'avez présenté, c'est-à-dire ce terme qui est à la fois désirable et poussiéreux, ou poussiéreux. Et je voulais revenir sur la manière dont on avait essayé de s'en saisir dans la région Pacifique. Parce que c'est le fait de se poser cette question de manière récurrente, c'est aussi rendre hommage à la diversité des collections, des publics, des fonctions sociales des musées et de leur formidable capacité à se régénérer ou à trouver d'autres formes pour épouser les besoins sociaux de publics particuliers. Je me souviens qu'en 1994, bon, il y a déjà longtemps, il y a 26 ans, lors de la création de la Pacific Island Museum Association, qui était la première association professionnelle du Pacifique, nous étions posé la question de l'utilisation du mot musée. Il se trouve que nous étions, les membres fondateurs étaient les directeurs du Musée national de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Musée national des îles Salomon, du Centre culturel du Vanuatu et du Musée de Nouvelle-Calédonie, évidemment, que je représentais, Pour créer un gadget. et le musée de Fidji. J'entends quelqu'un qui parle. Des gadgets utiles et un concours avec plein de classes qui font. Alors, il y a un peu de friture sur la ligne. Excusez-moi, du coup, je prends la parole. Merci de couper vos micros. Ceux qui n'ont pas besoin du micro. Bonne soirée, Caroline. Merci. À demain. À demain. Pour Vous demander inviteriez, Emmanuel, à désactiver sur votre écran, sur votre Ouais. désactiver l'interprétation. Alors, c'est désactivé. Je vais le réactiver et le désactiver. Est-ce que là, ça fonctionne? Dites deux mots, on va demander aux interprètes. Est-ce que vous m'entendez sur ce canal-là? Est-ce que sur ce canal-là, vous m'entendez? Non, il peut l'entendre. Ça va? Lequel est le bon? Est-ce que c'est le, c'est bon. Allez-y. C'est le désactivé ou c'est le… Tout va bien, restez comme ça. Tout va bien, parfait. De vous avoir interrompu. Hein. Non, mais c'est pas grave. Mais je vous disais donc, oui, la question de l'utilisation du mot musée, finalement, comme nos intitulés de musées nationaux des uns des autres nous y invitaient, on est resté avec l'utilisation du mot musée. En revanche, pour fonder cette association, on a développé
une acception du musée qui était effectivement beaucoup plus large, parce qu'il fallait inclure des tas de pays qui n'ont pas de musée stricto sensu, mais qui ont des formes de mémorialisation, j'allais dire traditionnelle, ou de transmission traditionnelle de leur patrimoine, ou alors des institutions publiques avec des appellations très diverses, dont la mission était de préserver le patrimoine matériel et immatériel, et souvent passé, mais toujours vivant. Cette réflexion sur doit-on utiliser le mot de musée ou doit-on inventer un autre musée? Alors, c'est pas revenir sur la définition, mais c'est finalement changer de vocabulaire pour en inventer un nouveau. Je l'ai vécu de la même manière quand il a fallu construire. Roxane, laisse Pilou tranquille. Alors, j'entends des gens là. C'est assez amusant. Sandrine LF, voilà. Oui, l'idée parce que il y a d'autres idées, évidemment, comme moi j'ai travaillé sur ce projet merveilleux de centre culturel Chibaou à Nouméa. On a hésité, effectivement, et on n'a finalement pas utilisé le mot musée, parce qu'il renvoyait finalement, dans les discussions qu'on a eues avec les uns et les autres, vers une acception trop poussiéreuse, finalement. Et on est resté sur ce terme de centre culturel. Si la discussion avait lieu aujourd'hui sur la question de nommer ce centre culturel, je ne suis pas sûr que le mot musée soit aujourd'hui, aurait été aujourd'hui réfuté. Parce que finalement, beaucoup de ce que nous appelons musées aujourd'hui sont en fait des sortes de cités culturelles très multiples, où se mêlent à la fois des formes artistiques très différentes, arts plastiques, des formes vivantes, des formes patrimoniales, mais aussi où la création est très présente. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi, au musée du Quai Branly, qui s'appelle bien musée, mais qui fonctionne par son offre culturelle bien au-delà de la définition traditionnelle du musée. La défiance l'utilisation du mot musée s'explique à cette époque aussi par l'histoire des musées dans la région, qui ont presque tous été établis pendant la période coloniale, et dont l'objet finalement était de valoriser, était non pas tant de valoriser les cultures autochtones que d'exacerber leur caractère exotique, étrange, et également de valoriser l'apport de la colonisation, porteuse de changements culturels, spirituels, propre à conduire l'autochtone de l'ombre vers la lumière de la civilisation, comme on le disait encore dans les années 70 dans un certain nombre de musées de la région. C'est dans ces années donc où l'arrivée de conservateurs autochtones en fait à la tête de certains des musées de la région a permis d'engager une sorte de processus de décolonisation de ces musées, tout à la fois dans les discours qu'ils portaient, mais aussi plus fondamentalement dans le type de visiteurs qu'ils visaient. Dans la définition du musée, ce qui me paraît important pour moi, c'est d'abord qu'un musée est constitué autour d'une collection, si modeste soit-elle, qui peut consister en objets physiques, mais aussi en savoir-faire, en savoir-être, en patrimoine immatériel, qui constituent des parts du passé que l'on préserve et que l'on met en scène, et que l'on tente de préserver et de passer aux générations suivantes. Dans cette région du monde qu'est l'Océanie, et qui, comme cette mer d'îles, selon la belle expression du regretté Peli Aofa, originaire des îles Tonga,
est d'ailleurs intéressant, les îles Tonga, c'est un royaume qui a toujours refusé la création d'un musée. Ça n'est pas faute de stimulations diverses de diplomatiques ou même d'instances internationales, mais c'est une région qui estime que la vie au quotidien, la transmission orale tient lieu de musée, et plutôt que de préserver des objets, il vaut mieux préserver les gens qui sont les transmetteurs de ces savoir-faire. Et donc, dans cette région du monde, le patrimoine immatériel est constitué donc de ces sonorités des langues, des gestes, des savoir-faire, des expressions corporelles. Et c'est souvent ce qui est le plus valorisé dans la notion de patrimoine. Les objets apparaissent souvent comme secondaires. C'est ce qui illustre finalement cette volonté des Tonga de ne pas créer de musée. Beaucoup de ces objets d'ailleurs sont réalisés à des fins précises, et leur préservation physique n'est pas une préoccupation. Ce qui est la préoccupation, c'est la préservation du savoir-faire pour que sa transmission de génération en génération assure la pérennité du savoir plutôt que celle de l'objet. On retrouve là aussi des notions qui ont pu être développées lors des discussions à Nara, il me semble, avec les temples d'Ise au Japon, qui avait été mis en valeur, c'était ce geste plutôt que le résultat du geste. Les musées du Pacifique font souvent écho à des formes traditionnelles, comme je disais en commençant, qui sont des espaces de transmission où le sachant transmet son discours, son chant, sa danse à la nouvelle génération. C'est une sorte de musée du geste et de la parole, en fait, où la médiation humaine est centrale. Beaucoup des musées d'aujourd'hui s'attachent à réconcilier ces deux pans du patrimoine culturel, matériel et immatériel, en préservant justement la médiation humaine, à mon avis, toujours inégalable, même face aux nouvelles technologies. En Europe, où l'invention des musées est plus ancienne, de quelques siècles, les musées ne sont pas nés d'un coup, mais procèdent d'une lente évolution et sont le fruit d'une construction. Ils constituent un lien tangible avec le passé, et ils continuent de changer, et c'est heureux. Le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, n'a que 20 ans d'existence. Il conserve des collections qui ont été conservées, pour les plus anciennes, depuis près de 4 siècles, dans des institutions pour la plupart disparues aujourd'hui. Donc, loin d'être un objet figé, le musée est en perpétuelle mutation, et s'attachant à mieux servir les besoins culturels de son époque. Et face à l'impermanence historique nécessaire des institutions qu'on appelle musées qui conservent les collections constituent, elles, le fondement de l'idée de musée, me semble-t-il, car elles sont un bien public, témoignage du passé que l'on transmet aux générations. Et si on pourrait dire que les musées sont mortels, les collections, elles, se doivent de ne pas l'être. Et c'est la raison pour laquelle elles bénéficient, dans le droit français en particulier, mais dans d'autres droits aussi, de protections parfois jugées exorbitantes, surannées, mais c'est justement cela qui assure leur pérennité. Ce sont elles qui donnent donc le corps au concept patrimonial de musée. Alors, ce rapport entre le patrimoine et le musée, il semble aller de soi aujourd'hui, et cette notion de patrimoine même public, on l'entend souvent, mais c'est quelque chose qui se construit au quotidien, qui se déconstruit et se reconstruit, j'allais dire, et qui, dans des régions comme la région du Pacifique, est une construction qui date d'il y a une trentaine d'années, et dont on pourrait faire l'histoire si ça pouvait éclairer un débat comme le nôtre. J'emprunte encore ici mon expérience passée dans la région pour vous dire que, par exemple, l'expression commune aujourd'hui, qui est celle du patrimoine kanak, quand j'entends par kanak la population autochtone de Nouvelle-Calédonie, cette idée de patrimoine kanak n'a qu'une trentaine d'années.
C'est une invention, au même titre que le musée s'est créé aussi par invention. Cette invention du patrimoine est un édifice intellectuel et culturel qui s'est construit lentement. Ça démarre par la prise de conscience dans les années 70 en Nouvelle-Calédonie, d'une part des transformations sociales en cours, et d'autre part de la menace qu'elle faisait porter sur la culture et ses productions. C'est de là qu'a germé l'idée que ces objets, ces savoir-faire, ces savoirs oraux hérités du passé devaient être mis en commun et en partage pour en assurer leur survie. Ce que nous appelons aujourd'hui le patrimoine kanak était autrefois un patrimoine soumis à des règles d'accès et approprié. C'est souvent un assemblage de patrimoines privés qui ont été mis en commun. L'accès à ces objets, à ces savoirs, n'était accessible qu'à un petit nombre de personnes et parfois à un genre particulier de la société. Je prends comme exemple les objets qui relèvent de la chefferie, ne peuvent être affrontés du regard que par des gens appartenant à cette chefferie. Impossible pour des non-initiés, des gens du commun par exemple, de voir et d'en connaître la signification. Les femmes par exemple ne pouvaient pas avoir accès à un certain nombre d'objets, même à la simple vision de ces objets. Et c'est donc ce processus de patrimonialisation des années 80 qui a consisté en l'acceptation par les autorités traditionnelles, en l'occurrence les chefferies kanak traditionnelles, qui ont décidé d'offrir en partage une partie de leur patrimoine privé en lui donnant accès, à ce patrimoine, d'abord et avant tout aux propres membres de leur communauté qui en étaient jusqu'à présent éloignés pour des raisons traditionnelles de droit, de statut. Et cette mise en commun et ce partage, qui est un processus collectif et qui traduit un mouvement finalement de démocratisation d'une société dite traditionnelle, qu'il faut souligner parce qu'en acceptant de desserrer l'étreinte des interdits sur ces objets et ces savoirs, ces autorités traditionnelles ouvraient, mettaient en marche finalement, mettaient en œuvre un processus de patrimonialisation. Et cet aspect de démocratisation d'une société par le processus de patrimonialisation me semble être un effet assez intéressant qui est rarement noté, mais qui participe d'une forme de changement sociétal aussi. Et le fait le musée est donc le réceptacle de ce résultat, des résultats du processus de patrimonialisation. Et c'est un élément clé. Mais évidemment, tout ne peut pas être dit ou montré, tout ne peut pas être mis en partage. Et cette patrimonialisation est un processus, je disais, collectif et qui nécessite un consentement éclairé de la part des autorités concernées. Et c'est en cela que les musées jouent un rôle important parce qu'ils sont ceux qui peuvent expliquer, ceux qui peuvent mettre en garde contre pour éclairer le mieux possible ceux qui ont la garde de ce patrimoine, des enjeux qui peuvent se produire par la mise en commun et la mise en partage. Donc ce patrimoine procède dans cette région et à ce moment-là d'un choix collectif, d'une volonté commune de mise en partage. La nouveauté a constitué donc pour un musée qui existe en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 100 ans,
c'est d'être acteur de ce processus, d'être incitateur, d'être catalyseur de ce processus, et qui est un processus en somme de décolonisation d'une certaine manière aussi du musée, mais qui n'est pas dans un seul sens, qui est aussi un processus de transformation de la société, qui accepte de se voir mis en scène, qui accepte que on puisse l'objectiver d'une certaine manière. Et ce processus de mise à distance de sa propre culture est un effet culturel tout à fait intéressant parce qu'il vous pousse à vous interroger sur vos propres, sur votre culture et vous conduit à vous intéresser aussi à celle des autres, me semble-t-il. Les musées sont aussi des mises en récit et dans les années 90, on avait un collègue maori du Tonga, du Te Papa Tongarewa de Wellington qui déclarait Museums are dangerous places because they control the storytelling. Les musées sont dangereux parce qu'ils contrôlent le discours. Ce professionnel autochtone fait partie de cette nouvelle génération qui a fait son entrée dans les musées des années 80, qui étaient des musées comme celui de Nouvelle-Calédonie ou bien d'autres, mais là nous sommes en Nouvelle-Zélande, qui étaient des musées constitués à l'époque coloniale. Cette génération y a promu de nouvelles pratiques des musées envers les populations. Et par cet avertissement, Moana Jackson pointait la nécessaire remise en cause des récits établis et appelait de ses voeux une ouverture à d'autres formes de relations du passé. Ce premier mouvement a consisté quelquefois à des remises en cause assez radicales des récits muséographiques et scénographiques associés, mais il a souvent été suivi par un processus de co-construction d'un récit à plusieurs voix, où le récit autochtone apportait un contre-champ nécessaire à la vision traditionnelle, au discours traditionnel. La sélection des œuvres, la scénographie, la présence d'œuvres contemporaines en écho aux œuvres patrimoniales en a été une des résultantes les plus majeures pour ces musées néo-zélandais et qui ont influencé les pratiques des musées de la région du Pacifique insulaire. On trouve au même moment, de manière similaire, un mouvement identique dans les musées australiens qui conservaient des collections aborigènes. Ce mouvement qui s'est largement diffusé dans le Pacifique, aujourd'hui frappe à nos portes et s'invite dans les musées des anciennes puissances coloniales qui, à leur tour, s'efforcent de prendre en compte ces voies nouvelles. C'est une demande qu'il faut écouter, c'est des relations qu'il faut construire, qu'il faut élaborer ensemble dans un processus, là aussi, qui me semble doit être collectif. Le musée, pour moi, reste comme la belle expression de James Clifford, l'anthropologue américain qui a beaucoup travaillé sur les musées autochtones. Le musée reste un espace, une zone de contact, un champ d'expérimentation du dialogue culturel. Particulièrement pour les musées dont on a la charge, dont j'ai la charge, comme c'est le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, qui est héritier de musées d'ethnographie anciens et qui conserve de nombreux témoignages de cultures autochtones, souvent anciennement colonisées. Et il nous appartient donc d'élaborer des protocoles, des espaces de discussion et en tout cas être ouvert à ces demandes culturelles. C'est ce que nous nous efforçons de le faire. Cet exercice est mutuellement bénéfique pour le musée et la culture en question parce qu'elle permet dans ce dialogue un mutuel enrichissement, mais aussi une transformation des points de vue de part et d'autre. C'est un processus créatif en tant que tel, surtout quand elle agrège,
comme on l'a vu dans d'autres présentations, quand elles agrègent le processus créatif apporté par des créateurs et des artistes. Le musée est donc une mise en scène et ce processus sans cesse renouvelé des expositions n'épuise jamais ce que l'on peut dire parce que le discours se renouvelle, il s'enrichit, il prend en compte d'autres points de vue. Le processus de patrimonialisation et de muséification intervient souvent dans une culture, dans l'exemple que je donnais, où les pratiques tentent à se transformer et à tomber en désuétude, et qu'il existe cette conscience collective de cette préservation. Ce sont des mouvements qui ne sont pas uniformes à l'échelle de la planète, à l'échelle des cultures et même à l'échelle des pays. Et il est toujours important de prendre en compte ce qu'il se passe spécifiquement dans chaque culture qui ont leur propre histoire et leur propre temporalité, leur propre agenda, comme diraient les anglophones. Ce qui me paraît intéressant ici, c'est de souligner que ce processus de muséification, on l'a vu, enfin de changement de ce qu'était un musée pour en faire un musée qui prenne en compte des voix autochtones, comme dans ce que je disais précédemment. Il y a des mouvements intéressants comme celui qui se produit depuis plusieurs décennies au Cameroun, dans les chefferies Bamileke, où là on voit que c'est une patrimonialisation qui se fait non pas depuis l'État et ses musées ou de ses collectivités publiques et ses musées, mais à partir des chefferies elles-mêmes. Il y a tout un mouvement qui a produit des cases, ce qu'on appelle des cases patrimoniales, qui sont des espaces muséals d'un type nouveau, qui sont des musées de soi, des musées du soi, mais des musées qui visent à réinterpréter cette notion de musée pour en faire quelque chose qui leur soit propre. La décision de ce qui doit être patrimonialisé, ce qui doit être mis en partage, et le fait même de la chefferie en question, qui décide donc collectivement, là comme dans ce qu'on a vu précédemment dans le processus Kanak, qui décide de ce qui peut l'être et ce qui ne peut pas être mis en partage. C'est donc la frontière de la zone à mettre en partage et en discussion, qui est définie par les porteurs eux-mêmes de la culture. C'est cette expérience extraordinaire que nous tenterons de mettre en valeur dans une exposition en 2023 au musée du Quai Branly, parce qu'elle me semble porteuse aussi d'une définition, peut-être pas d'une définition, mais en tout cas d'un contour nouveau de ce que peut être un musée quand il procède d'un processus local de ce type. C'est ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est que cette notion de ce qui constitue le patrimoine est différente selon l'endroit où l'on le situe. Et il y a des objets, en tant qu'étranger à cette culture et regardant cette culture, il y a des contours que je dessinerai pour définir ce qui est patrimonialisable, qui ne sont évidemment pas les mêmes que ceux qui sont produits localement. Et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir confronter ces deux visions et que chacune puisse exprimer sa légitimité. Certains objets sont évidemment des reliques ou ont un sens particulier pour une culture, alors que pour d'autres, ces objets paraîtront sans grand intérêt. Et tandis que certaines de ces œuvres semblent exister aux yeux de tous, quelle que soit la culture, quelle que soit la période, comme méritant une attention particulière, et c'est sans doute cela le miracle de l'art. De quoi musée est-il le nom ?
Alors, il est certes souhaitable que les musées soient des lieux, comme pour reprendre les éléments de la définition de Kyoto, des lieux de démocratisation inclusif, polyphonique, dédiés au dialogue critique sur les passés et les futurs, comme le propose cette définition. Mais il me semble que ça ne caractérise pas d'abord ce qui est pour moi un musée, qui, comme vous l'avez compris, c'est d'être un espace de dialogue enraciné dans ses collections, qui conserve, préserve, interprète, fait connaître et qui constitue autant de témoignages d'existence culturelle et de relations interculturelles passées qu'à tout loisir on peut réinterpréter au travers d'expositions. Et il me semble que plus que jamais, le musée doit être le lieu où dialoguent les cultures, mais dans un dialogue à parts égales. Merci beaucoup. Merci infiniment, Emmanuel. On va donner tout de suite la parole à Ariane James Sarrazin et je crois que son intervention va continuer cette réflexion de fond que nous portons ensemble tout ce soir. Les musées sont des mises en récit. Et en tant que directrice adjointe du musée de l'Armée, vous pilotez l'épineux parcours sur le passé colonial de la France. De fait, vous interrogez tous les usages du musée et notamment, vous reconsidérez les parcours existants selon une approche la plus large possible. Vous dites tenter d'éviter, je vous cite, la confrontation binaire qui oppose une vision universaliste du modèle muséal à une volonté de récupération d'un patrimoine vu uniquement à travers un prisme national. Comment y parvenez-vous ? Merci beaucoup à ICOM France de cette invitation et encore une fois de son dynamisme. Je me joins à cette brassée de reconnaissance vis-à-vis de cette institution. Alors en 1972, un an après ma naissance, je vous prie de m'excuser pour cette petite digression d'égo-histoire. Georges Brassens a interprété pour la première fois une chanson qui est restée célèbre et qui s'intitulait « Des gens heureux qui sont nés quelque part », brocardant ces chauvins de tous horizons que nous sommes bien souvent nous-mêmes, tirant orgueil du lieu de leur naissance, gens de terroir, je cite, porteurs de cocarde ou bien encore enfants de leur mère patrie. Cette référence quelque peu irrévérencieuse peut certainement vous surprendre de la part d'une responsable d'un musée d'histoire militaire nationale, le musée de l'Armée, qui puise une partie de ses racines dans un élan patriotique, voire revanchard, vis-à-vis notamment de l'Allemagne, consécutif à la défaite de Sedan à l'automne 1870 que nous sommes en train de commémorer, puisqu'il y a 150 ans que la guerre franco-allemande a divisé nos deux peuples. Cependant, dans le débat sur les restitutions, qui secoue depuis quelques années le monde des musées et qui sous-tend l'évolution de la définition même de musée qui nous occupe ce soir, la question de l'origine des objets que nous exposons ou que nous conservons concentre toute la dispute au sens bien évidemment oratoire du terme. Je voudrais donc très brièvement ce soir partager avec vous quelques observations personnelles sur ce que j'appellerais ces objets heureux qui sont nés quelque part, pour reprendre donc de manière un peu provocatrice le titre de cette chanson de Georges Brassens dont je vous parlais, car cette question des origines, on le voit, elle est aujourd'hui centrale dans la façon dont mon musée, le musée de l'Armée, envisage sa propre évolution vers ce que nous avons intitulé un musée d'histoire mondiale de la France à travers ses armées et la création, vous y faisiez référence, Hélène, à la demande de l'État français d'un parcours dédié à l'histoire de la colonisation et de la décolonisation.
Vouloir isoler dans la vie d'un objet une seule origine, réputée première et exclusive de tout autre, qui fonderait a priori la légitimité de sa possession par telle ou telle entité territoriale, c'est à mon sens le réduire à une vision essentialiste, ahistorique et ethnocentrée, alors que nous savons bien qu'il en est pour les hommes comme pour les objets, leur existence précède leur essence. L'objet existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et se définit après par l'addition de ses vicissitudes, de ses tribulations, de ses usages, de ses multiples usufruitiers que sont ses détenteurs. L'objet n'est rien, il ne sera qu'ensuite et il sera tel qu'il se sera fait. Par ce détour que j'emprunte à Sartre, je veux insister en fait ici sur ce qui fonde, à mon sens, l'intérêt de l'histoire de la collection et donc du phénomène culturel qu'est le musée. Il n'y aurait pas une sorte de droit du sang de l'objet, il n'y a qu'un droit du sol, à mon sens, de l'objet, souvent résultat des hasards de sa circulation, celle-ci pouvant être émaillée de confrontations rien moins que pacifiques. Contrairement au monde des archives, que je connais bien par ailleurs comme archiviste paléographe, dont la patrimonialisation résulte d'une forme de quasi-automatisme avec la notion de versement à laquelle se rattache d'ailleurs celle connexe de producteur, les objets dont les musées ont la garde sont le résultat d'un choix, d'une sélection, où la part de l'accaparation, comme le rappelait récemment Kamel Daoud dans un article dans Le Monde, est souvent majeure. Une collection est le fruit d'une construction et non pas d'une sécrétion, comme peuvent l'être notamment les fonds archivistiques. Et puis, dans ce débat sur les origines des objets patrimoniaux, muséaux, laquelle origine privilégiée? Je vais prendre pour exemple celle d'un objet anciennement propriété du musée de l'armée, qui est le fameux sabre dit d'El Hadji Omar Tall, dont la propriété a été aujourd'hui transférée à la République du Sénégal à la suite d'une loi adoptée par le Parlement français. Faut-il, au regard des dernières recherches historiques faites sur cet objet, privilégier l'origine alsacienne de la lame de ce sabre, ou bien alors l'origine africaine de la garde de ce sabre, voire séparer l'objet en deux, certes au mépris de son intégrité matérielle, mais conformément à une sorte de jugement de Salomon. Ou bien alors faut-il considérer l'un de ses nombreux détenteurs, mais dans ce cas, faut-il privilégier le propriétaire initial, un fantassin français anonyme, son propriétaire secondaire, un combattant tout couleur, qui soit l'aurait reçu comme cadeau de la part d'un officier français, soit l'aurait pris à titre de trophée sur un champ de bataille à l'issue d'une défaite française, ou bien encore son propriétaire terminal, le général Archinard, qui lui-même soit l'aurait pris à titre de trophée, soit l'aurait reçu en cadeau diplomatique de la part du fils d'El Hadji Omar Tall, Amadou. Si ni la fabrication de l'objet ni ses détenteurs successifs ne peuvent servir de référence, alors peut-être doit-on se tourner vers le territoire auquel se rattacherait l'usage primordial de cet objet. À défaut de la France, est-ce au Sénégal, à la Guinée ou au Mali, sur lesquels s'étendait l'empire tout couleur fondé au XIXe siècle par El Hadji Omar Tall, tout en sachant que le lieu exact où le sabre est censé avoir été récupéré par le général Archinard se situe aujourd'hui au Mali, pour qui
El Hadji Omar Tall et ses fils sont rien moins qu'un libérateur et surtout un conquérant. À travers cet exemple, ce que je veux vous dire, c'est souligner le caractère, à mon sens, inextricable d'envisager la légitimité de la propriété d'un objet en l'adossant à une sorte de quête fantasmée des origines, derrière laquelle se cache une forme de nationalisme culturel dont un des dangers est une instrumentalisation des objets de nos musées, soit en faveur d'une absolution symbolique par laquelle l'Occident prédateur chercherait à se purifier, soit en faveur d'une revanche tout autant symbolique sur la conquête et l'assujettissement pour les peuples issus des anciens empires coloniaux. Au terme de cette très courte analyse, je souhaiterais m'arrêter sur la question de l'universalisme qui découle de cette question liée aux origines des objets. L'universalisme ne relève, pour ma part, ni de l'objet de musée, ni de l'institution muséale, mais bien de l'intention que sous-tend le musée, c'est-à-dire de la vocation fondamentale du musée, autrement dit, de ce qu'on veut lui faire dire et de ce qu'on veut lui assigner comme mission fondamentale. C'est pourquoi la formation des professionnels des musées et à travers elle la relation que ces professionnels de musées entretiennent avec le monde de la recherche me semble l'enjeu majeur du débat actuel. Car si l'on veut que le musée puisse parler à tous, quelles que soient nos origines, nos identités et nos histoires personnelles, il est primordial que le musée puisse tenir des discours évolutifs, cumulatifs, pluriels et à multiples focales sur les objets qui fondent le musée en tant que tel, en phase avec une historiographie vivante, en marche et en perpétuel renouvellement, elle-même en interaction avec les mentalités et donc la société dans laquelle nous vivons. L'enjeu consiste, en prenant appui sur cette pluralité, voire en la cultivant, de s'adresser à tous, sans exclusive ni discrimination, mais aussi et surtout d'être entendu par chacun. Et en ce sens, la polyphonie, qui a déjà été citée dans la définition de Kyoto du musée, ne doit pas être une cacophonie, car pour être entendu par chacun, encore faut-il que nous partagions une langue commune. Et c'est là qu'entre en jeu, selon moi, la notion d'objectivité, conçue non pas comme une répartition du temps de parole entre les tenants de thèses opposées, à l'instar de ce que nous montre un débat télévisé, mais bien comme une pratique citoyenne, celle du dialogue dont parlait Emmanuel Casarero, nourrie par la conviction que nul ne peut se faire une opinion sans avoir préalablement laissé la parole à d'autres et les avoir attentivement écoutés. Ainsi comprise, l'objectivité, qu'Hannah Arendt définissait comme le fruit, je cite, d'une longue expérience de la police et des discussions entre citoyens, nécessite d'apprendre, je recite, à comprendre, à envisager le même monde à partir de la perspective d'un autre, à voir la même chose sous des aspects très différents et fréquemment opposés. Tout ceci est une école d'attention à l'autre, de respect, d'ouverture d'esprit, en un mot, de citoyenneté. Je vous remercie. Merci, chère Ariane. Bien, que vous dire à l'issue de ces 6 présentations, vraiment, nous savions qu'en ouvrant le débat de quoi un musée est-il le nom, nous entrerions dans des discussions extrêmement enrichissantes et nous sommes là avec toutes vos interventions à la fois éclairées, enthousiasmées, un peu ébranlées. Et en tout cas, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que
nos querelles, finalement, sur la définition du musée, sont des querelles qu'il faut cesser parce que vous nous convainquez, je crois que tout le monde doit penser la même chose, que nous devons rechercher à faire du musée un espace de dialogue. Je reprends le mot d'Emmanuel, je ne sais pas à quoi dire de plus fort. Il me reste à dire, à parler au nom de Luc, écoute, et puis à vous passer la parole pour un débat. Alors, de Luc, j'ai un texte que nous avons traduit en français. Je dis un mot de sa personnalité. C'était le président d'ICOM Pays-Bas, donc mon homologue. Il ne l'est plus en ce moment, mais enfin, il reste très proche. D'ailleurs, un de ses collègues est dans la salle, Vitry, qui voudra peut-être prendre la parole et rectifier ce que je suis en train de dire. Et les Pays-Bas, conduits par Luc, se sont très fortement mobilisés pour la définition qui a conduit en septembre 2019 l'ICOM à, disons, des clivages, des querelles importantes. Alors, je ne vais pas redire ce qu'il dit. Nous remercie vivement de l'avoir invité ce soir, d'autant plus que nous n'avons pas toujours pensé la même chose, mais je pense que Ariane vient de nous citer Adna Arendt. Bien sûr que nous invitons les gens qui ne pensent pas comme nous, d'autant plus qu'en réalité, son texte, après un an, après cette maturation, et avant ce débat, mais je pense que ce débat ne ferait que le convaincre, nous ramène vraiment à rechercher tous une avancée ensemble. Je ne lis pas tout ce qu'il m'a écrit, c'est long. Je lis juste la fin de sa lettre, et nous la publierons évidemment dans nos actes absolument intégralement. Je la juste, il dit: au cours des 2 dernières années, nous avons assisté à l'introduction de nouveaux éléments dans le fonctionnement des musées. Le monde virtuel et l'Internet ont donné de nouvelles dimensions à nos modes de présentation, d'études, de communication, d'interaction. Des collections inaccessibles ou éloignées peuvent être visitées, c'est une traduction peut-être un peu approximative, il parle de l'Internet. Des langues peuvent être comprises, des connaissances peuvent être partagées de manière nouvelle. La valeur iconique d'un musée en tant qu'institution prestigieuse était souhaitée par les pays, les communautés, les groupes d'action, les jeunes. Des thèmes sociaux comme les cultures indigènes, l'esclavage, la violence politique, les groupes minoritaires, etc. s'expriment à travers les musées. Les musées ont même été utilisés comme des instruments sociaux actifs d'identité et d'émancipation. L'élan de la révision de la définition du musée donne à nos membres d'ICOM un important stimulant pour apprendre des récents développements de notre profession. Une occasion de contacter nos chers collègues du monde entier, de se familiariser avec leur réalité, une nécessité d'impliquer les nouveaux développements dans la prochaine version de la définition du musée. Il n'est pas nécessaire d'éliminer les anciens termes de la définition. Il y a le défi de faire de la définition un reflet du paysage muséal actuel, et c'est un paysage riche. Et en fait, je crois que ce sont des termes de recherche de consensus, et je crois qu'au fond, c'est la voie. Bruno peut-être reprendra la parole sur cet aspect-là s'il le veut. C'est la voie que nous sommes en train d'emprunter tous. Vous avez dit des choses les uns et les autres, impossible pour moi d'en faire quelque synthèse que ce soit. Je pense que notre ami Christian Tin, dans quelques minutes, la fera brillamment. Je retiens 2-3 choses, et puis j'aimerais, dans les quelques minutes qui nous restent, si vous en êtes d'accord, s'il n'y a pas d'autres questions qui se posent, qu'on aborde un sujet. Je retiens que vous disiez... Emmanuel Casarero, que la patrimonialisation et la démocratisation ont partie liées. Et quand on patrimonialise, on agit pour la démocratisation et inversement. Et je pense que c'est une manière de répondre, non pas de quoi un musée est-il le nom, mais en tout cas à des interrogations que nous nous posons sur la place du patrimoine, sur le sens de l'objet. Est-ce le même sens pour tous et partout? Je crois que vous avez apporté des éléments à cette question. Moi, la question que je me pose, c'est les débats actuels sur l'universalisme, la décolonisation des musées, les restitutions. Pourquoi, à votre avis,
cela vient-il en ce moment sur le devant de la scène? Est-ce qu'on sait répondre à ça? Est-ce d'ailleurs au musée de répondre? C'est une question que j'ai envie de vous poser à chacun, je ne sais pas qui veut y répondre. Et puis, j'aurais aimé qu'on s'arrête, et je pensais qu'on le ferait un petit peu plus, sur les restitutions, parce que c'est évidemment pour nous une actualité vive, puisque nous avons en ce moment un projet de restitution, une loi spécifique votée pour permettre la restitution d'objets. Et Ariane, vous nous avez donné à réfléchir, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc sur ces deux questions, pourquoi à votre avis ces questions viennent maintenant, en ce moment, sur le devant de la scène? Est-ce au musée de répondre? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Peut-être Charles Personnage, je ne sais pas, vous parliez de l'universalisme d'entrée de jeu, ou Bruno, si tu veux reparler du travail que tu fais en ce moment sur la définition, ou d'autres. Bon, si, la question n'est pas bonne. Yannick. Je ne pense pas être la mieux placée. Je m'étais dit qu'Emmanuel allait tout de suite prendre la parole. Donc, non, la réaction que je peux avoir en tant que directrice des arts de l'islam, aujourd'hui, quand on parle de restitution, en tout cas en France, c'est vrai qu'on a le sentiment que pour l'instant, en tout cas, c'est très lié au patrimoine africain. Donc, je ne m'exprimerai pas là-dessus, bien sûr, Emmanuel le fera. Moi, l'expérience que j'ai aux arts de l'islam, c'est que je pense que sous ce processus, il y a plusieurs réalités différentes. Et quand je vois les types de demandes de restitution auxquelles je fais face au département des arts de l'islam, ça peut être l'Égypte, l'Iran et je dirais surtout la Turquie. Je vois bien que ça correspond à des réalités politiques différentes. Je prendrais pour exemple la Turquie. Pour moi, enfin, derrière ce que je vais dire, il y a aussi pour moi l'idée de demandes de restitution justifiées et d'autres, à mon avis, plus injustifiées parce qu'instrumentalisées. Donc, et c'est à cette catégorie-là que je voudrais m'intéresser en citant un exemple très clair qui est pour nous une demande de restitution depuis une quinzaine d'années maintenant de manière récurrente d'un panneau de carreaux de céramique Disnik provenant de la turbée de Sélim II à Sainte-Sophie. Ce sont, alors bien sûr que le débat peut durer infiniment sur la justification. En tout cas, nous avons acquis cette œuvre en 1895 dans un contexte historique très clair. C'était le moment où l'Europe entière allait avec l'accompagnement des Turcs et notamment du directeur du musée d'Istanbul acheter ses œuvres sur le marché. C'était le fonctionnement du marché de l'art. Je ne dis pas par là que c'est bien que ces carreaux aient été arrachés du monument, mais le problème, c'est que ça continue aujourd'hui et de plus en plus. Donc, ces œuvres ont été acquises à la fin du 19e et jamais, évidemment, la Turquie n'avait réclamé ça. Et en fait, on voit bien que les demandes régulières de restitution sur ce dossier se font pendant les campagnes électorales, puisque la revendication très nationaliste sur ce sujet et ô combien Sainte-Sophie est sensible en ce moment, et clairement ressort à chaque fois par la presse turque nationaliste. Et on peut tout à fait voir que c'est complètement instrumentalisé, puisque après l'élection, les choses retombent en général assez vite. Donc, tout ça pour dire que je pense que dans cette vaste question des demandes de restitution, il y a quand même des réalités qui peuvent être de nature assez différente. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ariane.
Ariane. Oui, je ne sais pas si cette remarque la remarque que je vais faire est fondée historiquement ou pas, mais j'ai l'impression, malgré tout, dans l'évolution de l'histoire des restitutions, qui ne date pas d'hier, puisque des restitutions, il y en a eu bien avant les événements que nous connaissons aujourd'hui, et le musée dont je m'occupe a été au centre de nombreuses histoires de restitution qui feront d'ailleurs l'objet d'une étude sur laquelle nous voulons nous pencher. Je pense que ce qui a changé dans l'appréhension de la question des restitutions, c'est que aujourd'hui, et on le voit bien notamment à travers les demandes de restitution massives sur des ensembles extrêmement conséquents ou au contraire sur des objets éminemment symboliques et uniques, c'est que c'est moins la valeur intrinsèque de l'objet en lui-même qui prévaut que l'acte de restitution lui-même. Et c'est bien ce geste, Emmanuel parlait des musées comme lieu de conservation des objets, mais aussi de transmission des gestes et des paroles. Eh bien là, c'est à front renversé d'une certaine manière. Je pense que c'est l'acte de restitution lui-même qui aujourd'hui importe et prend le pas sur les œuvres en elles-mêmes. Pourquoi? Parce que il y a un mouvement de fond extrêmement important dans un certain nombre de pays pour réécrire l'histoire autrement, se réapproprier une histoire de la colonisation et de la décolonisation qui a été pendant des années écrite par les Européens et les colonisateurs. Et donc, à travers cet acte de restitution, se joue là une réécriture et une réappropriation d'une histoire qui est vue comme une sorte je dirais, à la fois de revanche symbolique sur un oubli ou une impasse de l'histoire officielle, et en même temps une forme de reconstruction identitaire. Merci Ariane. Emmanuel, vous avez envie d'ajouter un élément? Je suis pleinement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense effectivement, on est dans une période où cet acte, et on le voit bien, nous avons été victimes d'un personnage qui, sur les réseaux sociaux, par un acte d'arracher et de rendre à César ce qui appartient à César, on voit bien que c'est l'acte, et souvent les objets n'ont pas de rapport eux-mêmes, je pense, avec l'Afrique. On a ce personnage qui est venu à la fois au musée de l'Homme, au musée du Quai Branly, à Marseille, au pavillon des Sessions, à Bergendal, aux Pays-Bas. Et c'est vrai ce que dit Ariane, c'est plus l'acte théâtral finalement qui manifeste, et l'objet en lui-même, il est vraiment très secondaire dans cet acte-là. Et on a l'impression aussi par le côté indéterminé des objets qui sont demandés, que c'est aussi cette manière de vouloir prendre part à une transaction où le donneur d'ordre change de côté. Et c'est cet acte symbolique qui est très fort. C'est peut-être aussi, d'une manière plus positive, c'est effectivement cette volonté de réappropriation. C'est aussi peut-être une chance pour les musées localement, parce que ça peut permettre aussi de les réenraciner dans leur société. Beaucoup de musées sont des musées, comme vous donnez l'exemple de l'Océanie, sont des musées coloniaux.
Et quand ils n'ont pas fait cette révolution sur eux-mêmes, finalement, de se réinterroger au fond pour qui montrons-nous ces objets, quel discours devons tenir de nous, quel discours devons-nous tenir, quels sont les ayants droit finalement culturels de ces objets. Tant qu'on n'a pas fait ce travail, il est difficile d'aller plus loin et les musées restent comme des sortes de paquebots amarrés dans la capitale et qui sans passagers. Et je me demande si, moi je le ressens, c'est comme ça que j'ai envie de le voir, cette demande de charge symbolique à verser, c'est peut-être une grande chance pour justement que des musées locaux fassent ce travail et les moyens de faire ce travail de réimplantation de cette notion de musée dans leur propre société et pour servir le premier cercle qui sont les gens qui appartiennent à ces pays. Merci Emmanuel. André Delpuech a demandé à pouvoir prendre la parole. Peut-être ensuite je la passerai quelques minutes à Bruno et nous serons bien obligés de conclure. Oui, non, mais je vais être très bref parce que je ne peux souscrire sur ce sujet des restitutions qu'à ce qui vient d'être dit. Nous, au Musée de l'Homme, évidemment, mais on est d'autres cas. Tout à l'heure, on parlait des têtes maoris dans la présentation de Madame Bourdil. C'est la question des restes humains. On a restitué cet été 26 crânes algériens qui sont liés des personnes décapitées au moment de la conquête française de l'Algérie. Donc là, effectivement, Yannick Lintz a évoqué les questions justifiées, non justifiées. Alors après, on peut débattre, faire des colloques entiers là-dessus. Mais pour ce qui nous concerne, restituer de tels restes humains, ça me paraît très légitime, très normal et rentrer dans un processus voilà, qu'il faut mettre en place. Ce sont quand même, là on touche à des restes humains, quoi, avec tout le respect qu'on doit aux morts, et surtout quand il y a une histoire coloniale qui peut nous séparer, particulièrement douloureuse, quoi. Mais on voit très bien en même temps sur un sujet comme ça que très vite on avance sur des terrains mouvants. On l'a vu aussi avec cette étude sur les crânes algériens. Il y a des personnes parfaitement identifiées, dont on sait d'où ils viennent, quand ils ont été tués, etc. Il y a plein d'autres cas où on est beaucoup plus dans le flou. C'est aussi, je crois, un débat éternel aussi sur les restitutions. Et je pense que l'Afrique est bien placée pour le savoir, que c'est pas aussi simple que ça, hein, comme le disaient nos rapporteurs de la mission Sahara-Savoie. Si pour toutes les œuvres, on savait exactement de quel village ou de quel lieu elles viennent, ça nous arrangerait, mais c'est pas le cas, quoi. Donc souvent, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui. Je regarde s'il y a des demandes de prise de parole. Sinon, Bruno, est-ce que tu veux dire un mot de ce que finalement ce débat a nourri de ta conception du travail que nous allons faire ensemble, puisque tu présides un groupe de travail dans lequel je suis moi-même. Oui, ça a été très intéressant d'écouter à tous. En fait, ça nous aide beaucoup à penser la définition du musée. Je ne peux pas en fait une réponse pour la question des restitutions. En fait, je pense que ça dépend des cas à cas et d'institution à institution, mais bien sûr que c'est vraiment un acte politique. Je suis d'accord avec ce point de vue. C'est un acte symbolique et que c'est important, mais pour moi, je pense que ça me fait penser que les musées doivent servir comme une plateforme pour réfléchir sur le présent. Et je pense que l'acte de restitution, comme un acte symbolique, c'est seulement effectif s'il sert au musée et aux gens qui ont revendiqué cette restitution en même temps pour penser sur le présent. Qu'est-ce que ça représente pour nos sociétés aujourd'hui? Et dans ce sens, je pense que la définition du musée a un défi très grand, que c'est le défi d'être en même temps opérationnel, mais aussi qu'elle peut apporter les différentes possibilités du musée comme cette plateforme pour réfléchir sur le présent. Donc, je pense que les discussions ont été très intéressantes pour penser ça. Je pense que Juliette et moi-même, nous avons beaucoup de choses à penser dans les groupes de la définition du musée. Et je vous remercie pour cette opportunité de dialoguer avec vous. Merci Bruno. Je vais encore passer la parole à notre collègue Chedlia Anabi de Tunisie, qui est elle aussi membre du groupe de travail sur la définition du musée et qui demande la parole. Et ce sera à moins que parmi les intervenants, quelqu'un ait envie de dire un mot de conclusion. Sinon, ce serait la dernière intervention avant la conclusion de Christian. Chedlia, à toi la parole.
Bonsoir, merci beaucoup Juliette pour cette magnifique soirée. Je voudrais dire deux choses. Tout d'abord, ce que j'ai retenu de toutes les interventions qui sont parfaitement très très importantes, c'est la notion de dialogue qui apparaît et d'ouverture du musée à travers et à toutes les franges de la société. Je voudrais revenir sur le problème des restitutions. Lorsqu'on parle de décolonisation, est-ce qu'on a fixé les limites chronologiques quand on parle de cette période de colonisation? Parce que quand on parle de colonisation, on peut aller jusqu'à l'Antiquité. Et la deuxième question que je me pose, est-ce que les demandes de restitution se font dans les deux sens? Est-ce que les demandes de restitution se font à partir... Tu m'entends? Est-ce que les demandes de restitution qui se font sont toutes étudiées et on y répond particulièrement? Sinon, moi je travaille un peu sur le trafic illicite et les demandes de restitution dans le domaine du trafic illicite. C'est un vaste champ qui va être ouvert et qui ne va pas pouvoir être clos d'une manière, disons, pacifique à tous les points de vue. Ce que tu disais sur le problème de la définition, je pense qu'avec tout ce que nous avons entendu, j'espère que nous allons aborder ce problème de la définition beaucoup plus sereinement actuellement et dans un esprit beaucoup plus d'ouverture et de transparence, mais aussi de fraternité. Voilà, bonsoir. Merci Chélia. Est-ce qu'on considère que tous ceux qui voulaient s'exprimer sont exprimés? Hélène, tu veux dire un mot ou on passe la parole à Christian? Non, non, merci pour ce mot de fraternité. Christian Autain. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, j'espère. Ce fut une belle soirée. Je n'en suis que plus frustré, je dois le dire, que nous n'ayons pu nous voir et nous rencontrer dans ce bel amphithéâtre, ce vieil amphithéâtre de la Galerie Colbert, car je pense que les échanges intelligents qu'il y a eu ce soir n'en auraient été que plus chaleureux. Mais en même temps, je constate que nous étions 383 à peu près au pic de la soirée et que nous sommes toujours 219, ce qui excède de beaucoup la jauge de notre vieil amphithéâtre. Donc il y a un bien quand même dans notre malheur. Alors merci à tous les intervenants de ce soir pour ces très belles interventions qui valent autant par leur qualité intrinsèque et individuelle que par la symphonie qu'elles ont composée. Lorsque nous avons évoqué avec Juliette Raoul-Duval et les collègues de l'INP qui sont aussi à l'ICOM la possibilité de nouvelles soirées thématiques, il était très tentant pour nous et pour moi singulièrement, je dois le dire, de revenir sur l'émoi causé par l'Assemblée générale extraordinaire de Kyoto et par ce débat sur la définition du musée, sur l'évolution de la définition du musée. Il n'était pas mauvais non plus, je crois, d'attendre un petit peu, et d'une certaine manière, la Covid nous y a aidés aussi pour nous replonger dans cette question et pour l'aborder de manière moins passionnée, moins conflictuelle que ça avait pu être le cas en 2019. En même temps, je constate que cette soirée, avec sa singularité, s'inscrit quand même dans la continuité des précédentes, dans la mesure où un certain nombre de sujets sont un petit peu récurrents, quand bien même les thèmes changent. On reparle de l'apport des problèmes et des gains que nous apportent les nouvelles technologies de l'information, la transition numérique. On parle aussi des questions telles que les questions de restitution, de dialogue interculturel liés aux questions de restitution. On retrouve finalement des enjeux politiques, géopolitiques et diplomatiques qui sous-tendent la vie de tous les musées aujourd'hui. C'était donc intéressant de revenir sur cette question de la définition, mais c'était aussi intéressant, je crois, d'aller un petit peu plus loin, de ne pas s'en tenir à la définition, mais d'interroger
comme tu l'as dit Ariane, ce qui sous-tend finalement la définition. Qu'est-ce qui est en dessous de la définition? Qu'est-ce qui fait véritablement la vie du musée? Et à travers cette question, d'interroger les différentes pratiques. Et on l'a vu ce soir dans les contextes occidentaux, nord-américains, océaniens ou africains. Je reviendrai dans un premier temps sur la question de la définition, en remerciant Bruno Brulon-Soares pour la très intéressante mise en perspective historique qu'il nous a proposée. Car il pourrait être tentant de croire que ce débat autour de la définition du musée est un débat nouveau, mais il a su historiciser la définition actuelle et montrer aussi que ces discussions autour de son caractère ethnocentré avaient déjà été posées bien antérieurement, bien plus précocement, dans les années 1970 notamment, à une époque du reste où, Bénédicte Savoie l'avait rappelé lorsqu'elle était venue à l'INP, avait eu lieu une première réflexion, une première ébauche de réflexion sur une politique de restitution. Bruno nous a également montré, je crois, d'une certaine manière, pour quelles raisons cette discussion sur la définition du musée pouvait être si sensible. Elle joue un rôle au sein d'ICOM en interne, puisque à partir de la définition qui est donnée du musée, se détermine d'une certaine manière qui peut entrer, qui va faire partie du club, qui est musée et qui ne l'est pas. Et d'autre part, et c'est peut-être encore plus intéressant, cette définition joue un rôle d'un point de vue externe. En effet, cette définition n'est pas qu'une définition posée dans une organisation professionnelle internationale liée à l'UNESCO, qui est elle-même une organisation du système des Nations Unies. Cette définition, elle a un rôle, elle a une influence en termes de droit dans un grand nombre de pays, dans la mesure où la définition de l'ICOM sert de base, sert de référence, voire par un système de copier-coller, sert de définition pour des définitions muséales dans un certain nombre de pays. À partir de là, deux réflexions peut-être sur la discussion que nous avons eue ce soir et sur ce processus même d'adoption et de modification des définitions. Tout d'abord sur le processus. Quelque chose qui me semble à souligner est une réflexion sur la nature de notre discussion de ce soir et sur son incidence. Dans un ouvrage un petit peu ancien maintenant qui s'appelle « La fabrique du droit », Bruno Latour s'est livré à une ethnographie du Conseil d'État et de la fabrique du droit administratif. Il explique vers la fin de son ouvrage, dans une comparaison qui est très intéressante, comment la discussion et le débat cheminent dans le monde de la science et dans le monde du droit. Et il oppose la discussion entre scientifiques, qui est une discussion qui peut prendre de multiples détours, qui n'est jamais achevée, qui est toujours prolongée. Et la soirée que nous avons ce soir pourrait se prolonger finalement jusqu'à 23, 24 heures. Et la discussion dans le monde du droit, qui s'arrête toujours à un moment parce qu'une décision est prise, un arrêt est pris, et ensuite la discussion est interrompue. On se fonde sur le texte jusqu'à ce que peut-être un jour, la jurisprudence évoluant, on prenne à nouveau le temps de discuter pour faire évoluer le droit. La discussion de ce soir, à l'image même du monde patrimonial, est pour moi une discussion qui se situe à la fois du côté de la science et du côté du droit. Nous avons une discussion entre professionnels, entre scientifiques. Elle prend en compte les apports de différentes sciences humaines et sociales. Elle est attentive à la différence des contextes culturels dans lesquels nous évoluons. Et à ce titre, en tant que discussion scientifique, elle pourrait ne pas avoir de fin. Mais cette discussion, elle nourrit, elle innerve en profondeur une réflexion, un débat au sein d'une organisation, l'ICOM, qui peut ou ne pas déboucher sur une modification d'un texte, d'une définition. Et cette définition, elle peut avoir un jour des conséquences en termes de droit au sein de différents États pour définir très concrètement et juridiquement ce qu'est un musée. L'autre aspect très intéressant que je trouve dans cette discussion autour de la définition au sein d'ICOM, c'est en fait une réflexion sur les processus d'agrégation et de désagrégation des éléments fondateurs de la définition.
j'ai pu les observer de manière très concrète dans un autre contexte juridique, lorsque j'ai travaillé pendant plus de 10 ans sur la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel. Et en fait, les éléments du débat sont presque les mêmes. Une définition internationale, telle que celle qui est proposée par ICOM, ne vient pas de rien. Elle se nourrit de différents contextes culturels, de différentes avancées ou peut-être de différentes réticences aussi au sein des mondes professionnels de différents pays. À un certain moment, cette définition est fixée sur le papier. Et à partir de ce moment-là, elle a à son tour une influence descendante, cette fois-ci, vers les différentes conceptions nationales ou régionales au sens international du terme, au sein des pays. En plus de cela, il faudrait historiciser, comme l'a fait Emmanuel Casarero à partir de l'exemple océanien, la perception et l'usage du mot musée dans les différents contextes culturels. Et Emmanuel, vous nous avez expliqué que dans les années 1980, je crois, 90, lorsque a été créée une association des professionnels des musées en Océanie, on a retenu le terme musée, qui était commode, fédérateur, consensuel, mais en même temps, à l'intérieur de ce terme, on mettait beaucoup de choses, beaucoup de contenu en termes d'institution, qui n'était pas forcément le contenu canotique du musée selon la tradition occidentale. Quelques années plus tard, avec le centre Chibaou, eh bien, on met de côté le terme musée. On préfère un autre mot. On préfère le mot centre. Peut-être parce que le musée est trop poussiéreux, peut-être parce que le musée est trop ethnocentré, peut-être aussi parce que le terme de centre, avec sa neutralité, sa nouveauté, rend mieux compte des usages que l'on veut y mettre. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans la troisième partie de votre propos, c'est le fait que finalement, aujourd'hui, peut-être, si la question devait se poser, c'est bien le terme de musée qui serait choisi, parce que, et ce sera la conclusion de ma première partie, le terme de musée, qu'il soit dans la définition canonique de l'ICOM ou non, a aujourd'hui une valeur, je dirais, en termes de patrimoine immatériel public, c'est-à-dire de valeur presque monétaire, on dirait, du mot, au sens du patrimoine immatériel de l'État, qui est considérable. Le musée, effectivement, est devenu, à mon sens, aujourd'hui, non plus quelque chose de poussiéreux, mais quelque chose d'éminemment désirable, quels que soient les contextes culturels dans lesquels on se trouve. Intérêt donc très important de questionner la définition, mais aussi, et beaucoup d'interventions ce soir ont tourné autour de cette question, intérêt qu'il y a évidemment à questionner les pratiques pour savoir ce que l'on veut mettre, contrairement, finalement, derrière cette définition de musée. Et entre ici toutes les mises en tension ou mises en rapport qui ont été faites entre une ambition universelle, qui aurait été portée par l'Occident et qui serait peut-être aujourd'hui encore notamment défendue par la France, et puis un risque ou une tension multiculturelle, le multiculturalisme étant ici entendu au sens de la juxtaposition des discours culturels s'excluant les uns les autres sans dialogue. Et la voie médiane, finalement, sans doute la voie, non pas du gros bon sens, mais la voie de l'intelligence, et la voie peut-être la plus ardue, et finalement peut-être entre les deux, celle du dialogue interculturel, celle de la recherche du dialogue interculturel. Et vous avez été nombreux à le rappeler, ce dialogue interculturel, il a un fondement, il a un socle, et ce socle, c'est bien la collection. C'est bien la collection, mais c'est aussi l'intelligence de la collection, et je reviendrai sur ce qui a été dit par Ariane, qui m'a forcément touché en tant qu'archiviste moi-même. Il faut connaître et étudier les collections pour éviter toute réduction essentialiste de l'objet à une seule histoire. Effectivement, l'objet, contrairement au fonds d'archives, n'entretient pas de lien organique quasiment nécessaire avec un territoire ou un État. Il est d'usage multiple, il est d'origine souvent composite, un sabre devenu célèbre, cité en exemple ce soir, nous l'a montré. Il a voyagé par le passé et il voyagera sans doute encore dans le futur. Il voyage à travers les expositions, il peut voyager de façon plus ponctuelle à travers les restitutions.
Et en ce sens, comme nous l'a dit Charles Persona dans sa présentation, c'est vrai, l'objet est beaucoup plus libre que nous. Il n'est pas assigné à un discours univoque, il peut être le support de multiples discours. Et les présentations qui ont été faites par Nathalie Bondil, par exemple, ou par Yannick Lins, nous ont bien montré combien ces multiples discours pouvaient être riches et combien était fécond également la mise en place de constants contrepoints. Contrepoint du discours autochtone par rapport au discours occidental, qu'Emmanuel Casarero a évoqué aussi, contrepoint de l'art contemporain par rapport aux périodes classiques ou par rapport aux arts premiers, comme l'a montré Nathalie Bondil de son côté. Si je devais néanmoins formuler une attente qui ne s'est peut-être pas beaucoup exprimée ce soir, ce serait la possibilité, oui. Ah, il y a un petit peu d'écho. Ce serait la possibilité, je crois, qu'il y ait toujours une place au milieu de ces discours multiples pour l'immersion, pour la dimension sensible, pour l'émotion, pour le plaisir ou le bonheur de ne pas comprendre et ne pas se poser de questions, mais seulement de s'abîmer dans la contemplation de l'objet et de se perdre en lui, en quelque sorte. Oui, les objets sont plus libres que nous, il ne faut pas les essentialiser et les réduire à une seule histoire, mais en tant que professionnels du patrimoine, nous ne pouvons pas nous en tenir à cette immersion sensible, émotive, esthétique, émotionnelle. Le rôle même que nous avons implique que nous soyons capables de tenir tous les bouts de la chaîne, que nous soyons capables de conserver l'objet, de le contextualiser, de le faire parler, de parler avec lui. Et en conclusion, pour revenir sur les missions qui sont les nôtres à l'INP, mais pour reprendre aussi le fil d'un propos qu'a tenu Ariane, plus que jamais aujourd'hui, je crois, la place de la recherche scientifique est essentielle dans toutes nos institutions. Une recherche scientifique qui ne sera pas seulement l'érudition pointilleuse de la connaissance du moindre détail iconographique ou technique de l'œuvre, pas non plus uniquement la science, combien elle est précieuse pourtant, qui nous permet de conserver, de sauvegarder dans les meilleures conditions l'œuvre aujourd'hui pour la transmettre aux générations futures, avec tous les apports qui sont ceux aujourd'hui des sciences de la conservation matérielle et de la conservation préventive, mais aussi la science, les sciences humaines, par le dialogue desquelles nous pourrons justement mieux toujours comprendre ce que nous faisons en tant que professionnels du patrimoine, en tant que professionnels des musées, pour savoir ce qui se joue à travers les actes que nous posons, les discours que nous tenons, et pour éviter autant que possible et le plus souvent possible les instrumentalisations politiques multiples qui pointent sans cesse, c'est vrai, le bout de leur nez. Pour que nous soyons en mesure, en tant que non pas savants au service du politique, mais savants dialoguant avec le politique, avoir vis-à-vis de nos tutelles un discours actif, un discours proactif, un discours toujours vigilant et citoyen aussi. Je vous remercie pour ces conclusions, peut-être un petit peu plus longues que prévu, mais je crois que le débat de ce soir véritablement le méritait, et même s'il était bien frustrant de ne pouvoir se voir, se saluer, se serrer la main et s'embrasser, j'espère que ce sera pour une prochaine fois. Merci à vous tous. Merci Christian de cette magnifique conclusion comme d'habitude et qui se termine alors sur l'annonce de la suivante puisque vos vœux seront exaucés dans quelques semaines, le 3 février prochain, peut-être en présentiel, comme on dit maintenant aujourd'hui, chez vous à l'INP, dans ce fameux amphi Colbert que nous avons tous regretté ce soir. Ensemble, eh bien, nous parlerons justement de la question de la recherche dans les musées, la recherche sur les musées, la recherche pour les musées. Et nous espérons que nous arriverons à passionner autant de personnes que ce soir. Merci à tous nos intervenants, merci à l'INP. Nombreux nous ont aidés à préparer. Merci évidemment Charles, personnage sans qui ces soirées n'auraient pas lieu. À bientôt, chers collègues. Merci Hélène pour cette
co-animation que nous avons préparée longuement ensemble. À très bientôt. Bonne soirée à tous.